Bonjour tout le monde, je suis Hélène Gosselin, professeure associée au département de management à l'Université Laval et coordonnatrice du module 4 au Collège des administrateurs de société. Bienvenue à ce panel réalisé dans le cadre du projet Gouvernance en 15 épisodes présenté par l'Autorité des marchés financiers. La discussion viendra bonifier le contenu de l'article que j'ai eu le plaisir de rédiger. Cet article s'appelle « La diversité au sein des conseils d'administration ». Il me fait plaisir de vous présenter 3 panélistes pour aujourd'hui. D'abord, Sophie Brière, professeure titulaire à la FSAU Laval et directrice de l'Institut EDI au Carré. Fondé en 2020, l'Institut est un pôle interdisciplinaire de liaison entre les chaires, les centres, les groupes de recherche, les associations étudiantes ainsi que les chercheuses et chercheurs provenant du corps professoral et étudiant s'intéressant aux questions d'équité, de diversité et d'inclusion dans une approche intersectionnelle. Les champs d'intérêt et de recherche de Sophie touchent notamment l'impact de la présence des femmes sur la performance des CA, la gouvernance et les réformes administratives, ainsi que la gestion de projets internationaux. Nous accueillons ensuite Sofiane Benouchi, associée vice-président consultation chez Innovatech. Sofiane est ingénieure de formation, gestionnaire d'affaires et consultant spécialisé en innovation, technologie et commercialisation. Il est également ambassadeur du groupe des 30, une initiative qui vise à promouvoir la diversité ethnoculturelle au sein des lieux décisionnels. Il siège actuellement au CA de la Société du Palais des Congrès de Montréal. Bienvenue, Sofiane. Merci beaucoup. Finalement, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Massé. Philippe est chef d'équipe diversité et parité chez Concertation Montréal. Il s'est joint à Concertation Montréal en 2008, après avoir travaillé pendant 10 ans en coopération internationale. Il travaille actuellement dans le cadre de l'initiative Leadership Montréal, qui vise à favoriser la diversité au sein des lieux de décision dans la métropole. Bonjour à vous 3 et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, la première question que je dresse à vous 3 est: la question de la diversité vous intéresse personnellement et vous mettez en place des initiatives à cet égard. Quels ont été les déclencheurs ou les circonstances qui ont fait que vous vous y êtes intéressé et que vous vous y engagez, dans certains cas, comme Philippe, depuis plusieurs décennies déjà? Alors, Philippe, peut-être veux-tu commencer? Oui, merci. Donc, comme vous l'avez mentionné, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en coopération internationale, notamment en Afrique de l'Ouest, où j'ai eu à travailler sur des enjeux de diversité et de représentation. Là-bas, ça touchait essentiellement la participation des femmes et des jeunes en politique, mais également dans certains lieux décisionnels. Et à mon retour au Québec, j'ai eu l'opportunité de rejoindre la Conférence régionale des élus de Montréal, qui mettait en place une initiative sur la question de la diversité dans les lieux décisionnels. Donc, c'est mon mandat depuis déjà une douzaine d'années. Le poste et le projet a été initié suite au constat qu'on retrouvait encore à Montréal trop peu de diversité dans les conseils d'administration et les lieux décisionnels. Et comme l'organisation était appelée à référer des candidatures dans différents CA, on a jugé nécessaire de mettre en place une initiative pour aller chercher davantage de candidatures et mettre en contact des candidats issus de la diversité avec des organisations qui ont des besoins importants en termes de relève. Merci beaucoup, Philippe. Sophie, et toi, comment es-tu venue à travailler là-dessus? Ben moi, j'ai travaillé sur la place des femmes, principalement sur les conseils d'administration avec des collègues dont Hélène, tu as fait partie d'une étude aussi. On a mené trois projets de recherche spécifiques sur comment améliorer la place des femmes sur les conseils d'administration et quel était l'impact de cette présence-là sur les conseils d'administration. Donc, ça fait plusieurs années, j'ai travaillé avec mon collègue Jean Bédard aussi de la chaire là, sur la gouvernance des sociétés. Et puis, ça m'a amené à travailler à la diversité, c'est certain, parce qu'on se dit,
il y a des conseils d'administration au Québec qui sont particulièrement homogènes. Il y a eu des améliorations avec, c'est sûr, la loi sur la gouvernance des sociétés d'État, où on a vu que maintenant, bon, il y a des sociétés d'État qui ont au moins 40%, mais il a fallu une loi pour ça. Donc, on voit que c'est ça, les conseils sont majoritairement formés là, d'hommes d'une certaine catégorie d'âge aussi, qui ont une certaine expérience, et c'est très valable, mais le besoin est là et on le sent là sur le terrain et dans tous les conseils d'administration de dire ça prend des conseils d'administration diversifiés où on va faire de la place aux femmes, aux personnes racisées, aux jeunes. Donc, et on s'est rendu compte qu'il y a encore beaucoup, et on aura l'occasion d'en reparler, beaucoup de conseils d'administration qui ont la moyenne est d'à peu près 20%, on le sait, hein, donc de présence de diversité et de femmes, en tout cas notamment. La diversité, c'est encore moins présent. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire. Donc, moi, je m'intéresse à ces questions-là, de voir comment on peut faire en sorte que ces conseils d'administration-là soient plus représentatifs là, de l'ensemble des personnes qui forment la société québécoise présentement. Et Sofiane, et toi, comment en es-tu venue à t'intéresser à la place des membres de la diversité ethnoculturelle, je pense, au sein des instances de décision? Écoutez, moi je suis un membre issu de la diaspora algérienne, ayant immigré au Canada en 2009, après avoir vécu notamment en France, en Belgique et essentiellement en Algérie. Donc je suis un membre de cette diversité ethnoculturelle. Et en fait, tout au long de ma carrière, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer au contact d'élites scientifiques, technologiques, économiques et politiques, où je n'ai pas particulièrement ressenti un sentiment d'exclusion. Au contraire, je pense que c'est les organisations avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler ou de collaborer l'avaient véritablement comme valeur. Mais par contre, je pense que j'ai eu la chance très tôt, à mon arrivée au Canada, d'avoir été inspiré par des modèles de réussite qui, principalement de la communauté, issue de la communauté ethnoculturelle, notamment maghrébine, qui m'ont vraiment inspiré à pouvoir me dépasser, à m'impliquer sur tous les plans, à la fois professionnels et personnels. Et donc, aujourd'hui, à travers une récente implication à travers l'initiative du groupe des 30 de Concertation Montréal, j'ai réalisé que finalement, j'avais également une responsabilité, celle, avec toute humilité, de pouvoir aussi inspirer de nouvelles générations d'administrateurs à pouvoir s'impliquer à eux à leur tour et d'essayer de contribuer finalement à différents organismes qui répondent à leur vision. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai atterri, je dirais, dans cet univers-là, et qui maintenant est devenu une cause qui me tient beaucoup à cœur. Merci, Sofiane. Dis-nous quelques mots sur ce groupe des 30 et comment toi, tu t'es joint. As-tu été invité au groupe ou est-ce que tu l'as découvert et comment as-tu découvert leur action si tel était le cas? Écoutez, moi je fais partie de la deuxième cohorte, donc la deuxième cohorte du groupe des 30. Donc ce sont des personnes qui se sont impliquées déjà dans la première cohorte, qui m'ont fortement incité à pouvoir m'impliquer dans cette démarche et dans cette initiative. Et finalement, ce que j'y ai découvert, c'est tout un univers de personnes issues de toutes les formes de diversité, évoluant dans différents secteurs, à la fois économiques, sociaux, avec une mission, celle de pouvoir représenter, gérer la diversité en avant-plan et de la mettre en avant-plan pour pouvoir sensibiliser les différents conseils d'administration des organisations à intégrer beaucoup plus de diversité et être beaucoup plus inclusif, mais aussi une mission de pouvoir influencer ou de pouvoir être un véritable ambassadeur auprès des nouvelles générations pour à leur tour de s'impliquer. Donc c'est un beau groupe. On a à travers différentes activités de maillage, de formation, on a eu une très très belle expérience cette année. C'est surtout une initiative qui va continuer à se poursuivre après même la finalisation de l'accord. Merci. Et je pense que c'est une question que j'amène vers toi, Philippe. Je comprends que tu connais cette initiative depuis un bout de temps et qu'elle est aussi une réponse à la question que certains posent. Mais où sont-ils et où sont-elles, ces gens différents? Comment on fait pour les trouver? Je comprends que le groupe des 30 les met en évidence. Oui, exactement. Donc, on a lancé tout récemment la troisième cohorte du groupe des 30.
C'est un projet qui nous permet de rencontrer des candidatures extrêmement diversifiées. Moi, c'est toujours un plaisir de voir que je travaille sur la question de la diversité depuis déjà 2008 et chaque fois qu'on lance une cohorte, je ne connais peut-être que 5 ou 6 personnes qui font partie du nouveau groupe des 30. Le reste font partie du bassin de talents exceptionnels qui regorge au Québec, mais que je ne connais pas encore. Donc, ça démontre l'importance de mettre de l'avant des modèles de réussite et également, beaucoup de gens, lorsqu'ils regardent les conseils d'administration de gens issus de la diversité, considèrent que c'est inaccessible parce qu'ils ne sont pas représentés, puis ils se disent si je ne constate pas qu'il y a des gens qui me ressemblent au sein de ces conseils d'administration-là, c'est probablement parce que l'accès est trop difficile, mais les membres du groupe des 30 représentent des modèles auxquels ils peuvent s'identifier et ça incite, ça crée un effet d'entraînement qui amène davantage de gens à s'intéresser au conseil d'administration et à siéger dans des CA. Donc, on prépare vraiment la future génération d'administrateurs et d'administratrices et on l'espère qu'elle sera davantage à l'image du Québec que celle qu'on retrouve actuellement. Merci, Philippe. Ça me fait penser, il y a de nombreuses années sur différents territoires, la YWCA avait tenté de constituer des banques de candidatures féminines et le grand défi qui avait été observé à ce moment-là, c'était de s'assurer que la banque était connue des organisations qui pouvaient y avoir à faire et deuxièmement, que l'information dans les banques demeure à jour. Comment, à Concertation Montréal ou au groupe des 30, avez-vous mis en place des réponses à ce défi? Parce que qu'il s'agisse d'une banque de femmes ou qu'il s'agisse d'une banque de diversité beaucoup plus large, les enjeux de la faire connaître et surtout s'assurer que les gens sont sollicités et que la banque se bonifie constamment sont des défis constants. Qu'est-ce que tu en penses? Nous, on fait rayonner les profils des membres du groupe des 30. On a également une banque de candidatures de talents issus de la diversité, mais au départ, on avait cette intention-là d'avoir une banque la plus complète possible qui pouvait répondre aux besoins multiples de nos partenaires. Sauf qu'on réalise lorsqu'on ajoute plusieurs critères, notamment au niveau du lieu de résidence, l'appartenance à un ordre professionnel, on additionne des champs d'intérêt. Dans des secteurs divers, on arrivait dans bien des cas, malgré l'importance de la banque, à assez peu de profils. Donc, on a plutôt opté pour une approche d'identification de têtes de réseau et de leaders. Et lorsque des appels de candidature sont lancés, on avise les membres du groupe des 30 et d'autres personnes qui ont autour d'elles un bassin de talent et d'expertise, puis elles font circuler l'information. Donc, on utilise évidemment beaucoup LinkedIn pour garder un contact avec nos candidats et nos candidates, puis l'information y est mise à jour. Mais malgré l'existence de la banque de candidature, il y a toujours un travail à faire pour contacter les gens, pour s'assurer de leur disponibilité également, parce qu'elles ont beau avoir le profil parfait, il y a une limite de CA dans lesquelles on peut s'engager. Merci beaucoup, c'est très inspirant. J'aimerais aborder une autre question maintenant. Au Québec, le débat sur la parité homme-femme au sein des CA, il a cours depuis plusieurs décennies déjà, mais l'objectif est loin d'être atteint. En quoi cette nouvelle approche de diversité peut-elle soutenir ou nuire à la progression des conseils d'administration vers la parité selon le sexe? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que la question de la parité est très importante, puis on y travaille depuis beaucoup plus longtemps que celle de la diversité. Malheureusement, dans certains contextes, on dirait qu'on oppose parité et diversité comme s'il y avait une concurrence entre deux groupes, alors qu'en adoptant une approche intersectionnelle, en essayant d'aller chercher une diversité au sens large, et notamment en ayant des hommes et des femmes qui proviennent de minorités racisées, je pense qu'on arrive à intégrer de façon plus large des profils différents et complémentaires au conseil d'administration. Donc, il y a un enjeu de priorité aussi. Ça peut sembler lourd de travailler sur tous les fronts à la fois au sein d'un CA, mais je pense que lorsqu'on a mis en place une bonne dynamique qui permet d'aller chercher des candidatures dans des bassins où on n'a pas l'habitude d'aller,
aborder les questions de parité et de diversité en même temps, ça se fait de façon toute naturelle. Si je peux me permettre, c'est ce que j'allais dire. Je pense que l'expérience, ce qu'on a et toutes les recherches qui ont été faites sur les femmes peuvent servir beaucoup aux questions de diversité plutôt qu'effectivement d'opposer. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est un travail qui est très, très complémentaire. Puis dans la diversité, il y a beaucoup de femmes, hein. Tu sais, quand vous avez parlé d'analyse intersectionnelle, c'est là-dedans qu'on est. Et puis, je pense que c'est d'unir les forces pour faire réaliser, parce qu'il y a un travail encore à faire. On parle de belles initiatives, hein, comme vous les avez présentées, mais ça ne se traduit pas encore concrètement avec des résultats probants, hein. On le sait, au niveau de la diversité, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait opportun d'unir nos forces dans moi, ce que j'appelle les groupes qui sont historiquement marginalisés, et les femmes en font partie. On sait qu'il y a encore des conseils d'administration qui sont composés seulement uniquement d'hommes, à peu près 30% au Canada, ce qui est encore assez important comme chiffre. Donc, je pense qu'en travaillant ensemble, et quand on regarde ce qui s'est fait sur la diversité en termes de données, en termes de recherche et tout ça, c'est beaucoup moins, vous l'avez mentionné, à présent. Donc, je pense qu'on a tout avantage à travailler ensemble pour s'inspirer de ce qui a été fait pour favoriser la présence des femmes aux autres groupes là, historiquement marginalisés que sont ici les personnes racisées. Donc, moi, je le vois, ça fait un effet d'entraînement beaucoup plus important de dire, écoutez, il faut revoir la composition de notre conseil, et on la revoit pas juste pour les femmes, on la revoit pour l'ensemble des groupes, dont je pense que ça fait une réflexion qui est vraiment intéressante et porteuse aussi pour les conseils et les organisations aussi qui ont du chemin à faire en termes de représentativité, de la diversité dans la haute direction aussi. L'évolution de la discussion m'amène à vous proposer une question qui n'était pas sur la liste. Alors, vous me direz si elle vous tente ou pas. Philippe mentionnait tantôt que la diversité, du point de vue de certains ou des opposants ou des résistants, ça a donc l'air compliqué. Alors, quelles sont vos réponses pour dédramatiser cette préoccupation diversité? Évidemment, les gens qui typiquement trouvent ça compliqué sont probablement issus des milieux où on a relativement peu progressé ou lentement progressé vers la parité. Alors, quels sont vos arguments pour aider ces groupes résistants à comprendre que c'est pas si compliqué que ça que de se préoccuper de diversité et qu'on a beaucoup à y gagner? Mais en fait, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été initiés pour essayer de démontrer de la pertinence et des avantages et des bénéfices finalement associés à la diversité avec la parité. Mais il y a eu beaucoup d'efforts aussi qui ont été initiés pour essayer de réglementer, parfois de contraindre pour susciter des changements ou de pratiques dans le temps. Mais je pense que ce que ça prend, c'est de continuer à inspirer. On a toujours besoin de belles histoires à succès à raconter, et des histoires qui gagneraient davantage à être promues pour peut-être déverrouiller ou enlever ces barrières. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre le pari au fait de stimuler les organisations à aller vers un avenir beaucoup plus inclusif et à faire de la diversité comme un moteur ou un levier de croissance, mais en misant beaucoup sur l'inspiration, sur l'audace et au-delà des contraintes un peu plus réglementaires. Tu parles de modèles inspirants. Est-ce que dans ton expérience au groupe des 30 ou plus largement, il y a de ces exemples interpellants que tu pourrais évoquer et qui pourraient inspirer des individus ou des conseils qui sont résistants parce qu'ils trouvent qu'ils font déjà très bien les choses? Absolument. Peut-être que je peux parler de mon expérience au sein de la Société du Palais des Congrès de Montréal. Ça fait déjà près d'un an et demi que j'ai intégré le conseil d'administration. Et je tiens juste à vous rappeler que le Palais des Congrès de Montréal est une société d'État qui est non seulement un lieu pour attirer et organiser des événements, mais c'est un lieu de retombées économiques, scientifiques, culturelles majeures pour, oui, Montréal, mais aussi pour l'ensemble de la métropole et du Québec de manière plus élargie. Suite à la crise qu'on a vécue récemment, on a vécu une crise multidimensionnelle qui a littéralement anéanti l'industrie du tourisme et de l'événementiel. Et je crois que en ayant eu la chance d'évoluer avec des administrateurs aguerris, d'une
une direction générale exemplaire, on a pu surmonter cette crise pour la transformer en un véritable contexte d'opportunité et en nous réinventant à travers la créativité et l'innovation. Et aujourd'hui, on essaie de véritablement montrer l'exemple en étant un véritable moteur de relance, pas juste de l'industrie, mais de l'ensemble des secteurs qu'on nourrit à travers les retombées. Et je crois que la diversité déjà qu'on a au sein du conseil d'administration du Palais des Congrès de Montréal en termes de parité, de diversité intergénérationnelle et interculturelle, a favorisé au fait ce choc d'idées, ce choc d'influence. Personnellement, j'ai la chance aujourd'hui de présider un comité qu'on a mis sur place, le comité des technologies de l'information et de l'innovation, parce qu'on croit vraiment que le fer de relance du palais et de toute l'industrie passe par l'innovation et la créativité. Et je crois que la diversité a été vraiment un levier essentiel finalement pour pouvoir arriver aux résultats auxquels on est aujourd'hui. Merci beaucoup, Sofiane. C'est extrêmement intéressant, en effet. Philippe, je parie que tu as des exemples, toi aussi, inspirants à nous proposer. Oui, bien, lorsqu'on a mis en place le groupe des 30, ça nous a permis de réaliser à quel point il y a des gens qui sont issus de communautés ethnoculturelles qui siègent dans différents CA, tout comme Sofiane. Ils sont encore assez peu nombreux, mais on a avantage à les faire connaître, à les faire rayonner. On réalise notamment que, par exemple, à la société, bon, je pense au Parc olympique maintenant qui a intégré une personne issue de la diversité il y a quelques années. La Caisse de dépôt le fait également. Tout récemment, Télé-Québec. Donc, il y a des exemples qui sont là, qu'on doit faire connaître, qu'on doit faire rayonner. On sait que lorsque la loi sur la parité est entrée en vigueur au niveau des sociétés d'État, ça a amené plusieurs ajustements. Aujourd'hui, ça semble assez naturel quand même. Je pense qu'il y a des résultats très significatifs qui ont été atteints. Du côté de la diversité, on est beaucoup plus loin, mais je pense on en parle beaucoup plus aujourd'hui que c'était le cas lorsqu'on a lancé l'initiative en 2008. Donc, en mettant de l'avant des profils talentueux, je pense que ça contribue à faire en sorte que les gens voient que la diversité, c'est aussi un enjeu de compétence, parce qu'on a tendance, dans certains cas, à dire on recherche des personnes compétentes, peu importe à quel groupe elles appartiennent. Et puisque les gens sont peu connectés avec des bassins de candidature où on retrouve de la diversité, bien forcément, on tourne un peu toujours avec le même monde et on identifie des profils d'administrateurs et d'administratrices qui ressemblent à ceux des gens en poste. Donc, ça demande vraiment un effort, mais on voit que les organisations qui ont été un peu plus audacieuses, qui ont changé leur façon de faire, ont retiré beaucoup de l'exercice et peuvent maintenant compter sur des personnes qui contribuent de façon très positive là, à la réflexion au sein de l'organisation. Et ça crée tranquillement un effet d'entraînement, mais il faut qu'on pousse. Et il ne faut pas rien prendre pour acquis parce que c'est pas parce qu'il y a une personne issue de la diversité qui a intégré un CA qu'on peut dire mission accomplie. On doit s'assurer qu'il y ait une bonne représentation et on y viendra peut-être plus tard, mais c'est lourd à porter comme responsabilité d'être considéré comme le représentant de la diversité dans une organisation. On doit faire en sorte que ça devienne la chose la plus naturelle du monde. Et les enjeux de diversité, ce n'est pas que des enjeux qui concernent les personnes issues de la diversité. Il faut que l'ensemble du CA s'en préoccupe et fasse avancer les questions. Merci beaucoup, Philippe. En utilisant le mot diversité depuis le début de cette conversation, on a beaucoup mis en évidence le genre et l'origine ethnoculturelle et l'âge en référant aux jeunes. Est-ce que ce sont les trois principales dimensions de la diversité qui interpellent vos organisations à ce moment-ci? Et sinon, quels sont les autres aspects de la diversité qu'on aurait intérêt à mettre sur notre radar au sein des conseils d'administration? De ce que je comprends ici, c'est qu'on parle de diversité, beaucoup de personnes racisées, là, des personnes qu'on appelle aussi minorités ethniques et visibles dans le jargon du gouvernement du Canada. Là, malheureusement, c'est comme ça qu'on les appelle, mais on parle beaucoup de ça. Mais quand on parle d'équité, diversité, inclusion au sens large présentement, ça inclut les femmes, ça inclut aussi les personnes en situation de handicap, ça inclut aussi les personnes des populations autochtones. On est les personnes issues du groupe LGBTQ2+, aussi, donc toute la diversité sexuelle. Alors, on ouvre vraiment
à tous. Moi, j'aime bien dire les groupes historiquement marginalisés, donc tous ceux qui ont été historiquement sous-représentés. Et c'est ça notre point de départ. Tu sais, quand on dit les conseils d'administration, oui, la diversité, c'est bon, les femmes, c'est bon, tout ça, mais le point de départ aussi, c'est de dire il y a des personnes qui sont historiquement marginalisées, sous-représentées dans les organisations et sur les conseils d'administration. Et c'est ça qu'on veut corriger aussi pour tous les groupes, pas juste pour un groupe en particulier. Je pense qu'il faut corriger pour tous les groupes. Et là-dessus, je voudrais juste renchérir sur ce que Sofiane a dit aussi et Philippe sur l'aspect organisationnel. Le travail, il doit se faire aussi en organisation. Et ça, quand on parle au conseil d'administration, c'est ça qu'ils nous disent. Oui, venez nous voir, venez voir ce qu'on fait, parce que nous, on peut nommer des gens, mais le vrai travail, il se fait aussi en organisation parce que c'est là où on va créer notre bassin de personnes qui va pouvoir éventuellement prendre des postes de décision, développer des compétences et aller sur les conseils d'administration. Et c'était ça, c'est ça un peu l'enjeu qu'on a eu avec les femmes puis qu'on a aussi au niveau de la diversité, c'est que souvent les exigences sont tellement élevées en termes d'expérience de haute direction que le bassin se fait quand même rare et là, il faut travailler ce bassin-là dans les organisations, travailler du recrutement des personnes jusqu'à leur progression de carrière, jusqu'à leur poste de décision. Alors, le travail en EDI, il se fait là aussi beaucoup et ce qu'on constate par rapport à ça, qui est dommage, c'est que tout ce qu'on fait au niveau des conseils d'administration, dans l'étude que j'ai faite avec Jean Bédard, ça n'a pas un gros impact actuellement sur la haute direction des organisations où on a encore peu de diversité, peu de femmes encore qui sont... Ça évolue positivement, mais il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il faut mettre en perspective là, toutes ces dimensions-là quand on parle du conseil d'administration, de voir tout le travail qui doit être fait par le conseil, oui, mais en amont aussi dans l'organisation pour créer ces bassins de personnes-là susceptibles d'aller sur des CA par la suite. Là. Merci, Sophie. Tu mets en évidence le fait qu'on peut avoir des personnes différentes sur le conseil d'administration, mais la culture elle-même de l'organisation et la place qu'elle fait, la reconnaissance des compétences des personnes différentes, évolue pas nécessairement parce qu'on s'adonne à avoir des personnes différentes. Mm-hmm. Est-ce que c'est aussi votre constat, Sofiane et Philippe, dans les organisations où vous œuvrez, que la préoccupation diversité qui, dans bien des cas, avance au niveau des conseils d'administration, dans vos observations, a-t-elle de l'impact sur la culture de l'organisation et la création d'opportunités pour les gens issus de la diversité? Ou est-ce qu'au contraire, on a des organisations qui évoluent à deux vitesses, un CA qui est plus diversifié, mais la culture de l'organisation n'est pas plus accueillante pour ces gens historiquement marginalisés? Je peux peut-être commencer. Moi, je pense que n'importe quel changement de culture n'est pas juste impulsé par la tête, mais doit aussi s'infuser par la base. Donc, je suis complètement d'accord avec toi, Sophie, avec le constat. Et je pense que les acteurs ou les agents de changement à l'intérieur de ces organisations doivent aussi être accompagnés. Le rôle des managers de première ligne aussi doit être extrêmement valorisé parce que ce sont eux aussi qui sont les rouages au sein de ces organisations-là pour pouvoir faire percoler le changement à tous les niveaux. Et souvent, ça prend de pouvoir prendre en considération l'ensemble de ces préoccupations-là, mais aussi de changer de l'intérieur ces organisations. Donc, en parallèle, accompagner les conseils d'administration directement, pas juste dans le recrutement ou dans la désignation de membres issus de la diversité au sens large, mais les accompagner dans l'intégration des meilleures pratiques pour pouvoir faire évoluer cette culture-là, pour pouvoir initier les changements structurels nécessaires pour favoriser en fait, cet espace pour avoir une culture beaucoup plus ouverte et beaucoup plus inclusive. Je pense que ce sont des démarches qui sont extrêmement importantes parce que même s'il y a une intention, même s'il y a une volonté, on manque souvent d'outils. Mais je pense qu'il y a plusieurs organismes, dont Concertation Montréal, dont je salue la vision et la mission, essaye d'outiller finalement ces organisations au niveau de la permanence de la direction générale, au niveau du conseil d'administration, pour pouvoir faire ces changements de manière la plus rapide possible, parce qu'il ne faut pas oublier que des changements de culture prennent du temps, ça prend du temps avant de pouvoir vraiment aboutir sur quelque chose qui est beaucoup plus naturel et beaucoup plus fluide. Merci beaucoup, Sofiane. Et je pense que la balle s'en va directement chez toi, Philippe, puisque vous suivez la Concertation Montréal depuis un bout de temps.
Peux-tu nous donner des bons exemples de pratiques qui aident à faire évoluer les organisations et leur culture? Oui, c'est sûr que on a de plus en plus d'exemples probants. Au départ, on travaillait à identifier des organisations qui se démarquaient. On en trouvait davantage qui avaient cheminé sur les questions de parité et moins sur celles de la diversité. De plus en plus, on voit des organisations qui travaillent depuis 5 ans et plus sur ces questions-là et notamment qui ont intégré la question de la diversité dans leur conseil d'administration, dans leur démarche plus large d'EDI. Mais ça demande beaucoup de temps. Ça demande d'être connecté à un bassin de talents que les gens ne connaissent pas toujours. Donc, il faut accepter de travailler sur cette démarche-là pendant plusieurs années. Nous, le choix qu'on a fait aussi, c'est de reconnaître l'investissement des organisations et de souligner leurs bons coups. On n'a pas une approche dénonciatrice pour identifier des organisations peut-être qui bougent moins vite que d'autres, mais on a choisi de mettre de l'avant celles qui réussissent mieux, celles qui ont investi des moyens. Et on réalise aussi que l'ensemble du conseil d'administration doit être mobilisé. Dans certains cas, on est allé chercher une personne issue de la diversité, puis lorsqu'on parle de questions de diversité, tout le monde au CA se retourne vers elle, puis attend que la personne prenne la parole, comme si la personne avait le fardeau de représenter la diversité sous toutes ses formes, dans tous ses points de vue, alors que lorsqu'on amène un point de vue de la diversité, ben, c'est notre point de vue personnel provenant d'une personne issue de la diversité, mais quelqu'un pourrait dire quelque chose de très différent à côté. Donc, le CA doit être mobilisé. Moi, je crois vraiment, quand on dit de tone at the top, c'est important. Il faut qu'on cible des résultats qu'on souhaite atteindre en tant que conseil d'administration et pour le CA et pour la direction et l'ensemble du personnel, parce que si c'est pas mesuré, ça va être très difficile d'y parvenir. Outre la crise actuelle et le fait que le mot diversité, le terme est davantage entendu, est-ce que, selon toi, il y a d'autres facteurs qui font en sorte qu'il y a ce regain d'intérêt pour le recrutement d'individus différents de ce qu'on a toujours recruté? Je pense que dans le contexte de la crise, pour certains, il y a un enjeu réputationnel aussi. Ils savent que de l'extérieur, on va percevoir leur organisation différemment si le conseil d'administration n'est pas à l'image des membres ou de la clientèle. Donc, c'est un des éléments, c'est sûr, qui pèse dans l'équation. Il y a également une pression accrue des membres, des employés, des bailleurs de fonds pour plus de diversité. Mais je pense qu'aussi, en termes d'opportunités d'affaires, les organisations rencontrent des défis jamais rencontrés auparavant et elles sont obligées d'aller chercher un peu plus loin les administrateurs qui peuvent leur apporter des réponses. Donc, on a énormément de conseils d'administration au Québec lorsqu'on pense au nombre d'OBNL. Donc, il y a une certaine concurrence pour aller chercher les talents les plus importants, peut-être les mieux adaptés aux besoins des conseils d'administration et des organisations. Donc, ça crée un effet de mouvement. Puis je pense que quand on voit nos concurrents, quand on voit d'autres organisations qui bougent, ça incite les organisations elles-mêmes à revoir leurs priorités, à décider que le temps est venu pour elles de changer. Merci, Philippe. Il y a quelque chose que tu as évoqué à 2 reprises déjà, et je pense que je vais diriger ma question vers vous deux, toi, Philippe, et toi, Sofiane. Le poids qui peut peser sur les personnes issues de la diversité. Toi, Philippe, tu l'as nommé comme étant ce n'est pas à ces personnes-là d'être la personne responsable de la diversité puisqu'ils en sont issus. Et pour toi, Sofiane, qui est une personne issue d'origine ethnoculturelle étrangère à la majorité au Québec, tu constitues, et disais-tu, une diversité ethnoculturelle au sein du Conseil du Palais des Congrès de Montréal et depuis, il y en a d'autres. J'aimerais que tous les deux vous entendent sur ce poids supplémentaire qui peut reposer sur ces individus et avez-vous des suggestions à offrir aux individus qui vivent ce poids pour composer avec cette charge supplémentaire et aussi au Conseil qui attribue la responsabilité de la diversité à ces individus?
Qui veut commencer? Je peux peut-être commencer. En fait, je tiens à préciser que d'abord, avant tout, si on est choisi ou sélectionné à titre d'administrateur, c'est d'abord pour nos compétences. Au-delà de gérer de nos critères d'appartenance à des groupes, c'est sûr qu'il y a des facteurs incitatifs, mais avant tout, on est des administrateurs à part entière et sur le même pied d'égalité finalement que l'ensemble des administrateurs. Et notre rôle, finalement, c'est d'assurer un rôle de surveillance et de comprendre les incidences possibles de la diversité sur le fonctionnement de l'organisation. Alors, je pense que le poids ne devrait pas ultimement reposer finalement sur une seule personne, mais sur l'ensemble de l'organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, intégrer plus de diversité, est clairement démontré aujourd'hui, ça permet d'innover mieux et d'innover de manière ça permet d'être beaucoup plus efficace, ça permet de planifier une relève durable, ça permet de pérenniser l'action de l'organisation. Donc, la diversité ne doit pas reposer finalement sur uniquement les acteurs représentatifs de cette diversité. Et d'ailleurs, souvent, malgré que ces personnes-là soient peut-être parfois contraintes ou forcées d'être ces ambassadeurs-là, je pense qu'on a tout à défendre, on a tout intérêt plutôt à défendre ensemble en tant qu'organisation cette cause-là, mais pour les meilleurs intérêts de l'organisation. Merci Philippe, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, c'est sûr que je ne peux pas parler de mon expérience, mais je suis un peu le confident de beaucoup de candidats issus de la diversité qui parlent de leur expérience et qui vivent souvent certaines frustrations en voyant comment les choses se passent dans leur conseil d'administration. Ce qu'on m'a partagé comme expérience, il y a des gens qui me disent lorsqu'une question touche l'enjeu de la diversité, elles ne sont jamais les premières à prendre la parole, donc elles attendent toujours que la discussion soit lancée au sein du conseil d'administration pour revenir par la suite avec leur point de vue. Ça évite d'avoir une seule personne qui intervient sur la question avant de passer au point suivant. Également, je pense qu'on doit faire attention lorsqu'on vend l'argument de la diversité. Des fois, on pousse tellement fort, on a tellement l'impression d'amener la candidature miracle qui va solutionner toutes les difficultés de l'organisation que lorsqu'un administrateur ou une administratrice issue de la diversité arrive au sein de l'organisation, on peut avoir des attentes démesurées, comme quoi cette personne-là va révolutionner la gouvernance de l'organisation. Mais si elle fait au moins aussi bien que les autres membres du conseil, bien on devrait pas être déçu, on devrait être heureux d'être allé chercher quelqu'un qui amène un regard différent. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à la diversité, mais il ne faut pas créer l'illusion d'une contribution instantanée. Ça prend du temps quand on rejoint un conseil d'administration, connaître la culture, être familier avec le secteur d'intervention. Donc, il faut donner le temps aux gens, il faut bien les accueillir, il faut les accompagner comme tout nouvel administrateur ou toute nouvelle administratrice. Et je pense aussi aller chercher plusieurs points de vue issus de la diversité, c'est important. Donc, ne pas considérer que parce qu'on a entendu une personne, ben, l'organisation est en mesure de prendre une décision éclairée. Il y a un point de vue qui est partagé, mais pourquoi ne pas aller chercher chez d'autres experts, chez d'autres acteurs, leur perspective. À ce moment-là, on peut prendre une décision qui va être peut-être plus représentative de la diversité des points de vue qui existent. J'ajouterais, si je peux me permettre là-dessus, on le sait aussi, de ne pas faire porter la responsabilité de l'équité, de la diversité, de l'inclusion chez les personnes. Je pense que ça, c'est la responsabilité de tout le conseil d'administration, parce qu'on parle de conseil d'administration. Puis moi, j'ai cru observer aussi, là, avec les études qu'on a faites sur les femmes, il y avait toujours la question de la masse critique. On disait en bas de 30%, même si tu as une femme, il n'y a pas assez de changement. Puis on m'a dit au niveau de la diversité ou des autres groupes, c'est un petit peu la même chose. Donc, il ne faut pas tout miser sur cette personne-là en disant c'est cette personne-là qui va faire tout changer au sein du conseil, sachant aussi que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on va penser juste pour les choses de femmes aussi, ou parce qu'on est une minorité visible qu'on va penser. C'est beaucoup attribué à ces personnes-là. Donc, oui, ça prend de la diversité, ça prend de l'équité au niveau du conseil, mais c'est la responsabilité de
de tout le conseil, y compris ceux qui sont pas, on est tous dans des groupes, hein, on s'entend, mais y compris ceux qui sont traditionnellement majoritaires dans le CA, c'est leur responsabilité aussi. Donc, on parle beaucoup de recruter des gens de la diversité, c'est très, très important, mais le travail commence à ce moment-là aussi, de dire comment, comme CA, on travaille sur le DI, comment on se comporte, est-ce que nos dynamiques ont changé, est-ce qu'on est plus inclusif dans nos façons de faire et dans les rôles et responsabilités qu'on donne aux membres du CA, parce que si on reproduit les mêmes inégalités au sein du conseil d'administration, hein, on l'a vu souvent, on donnait des dossiers aux femmes, souvent en ressources humaines ou en communication, puis les gros dossiers en finance, c'est pas elles qui les avaient au départ. Donc, il faut maintenir, une fois qu'on a dit on a des gens sur le CA, il y a tout un autre travail qui commence en termes de dynamique, de rôle et de responsabilité. Et le CA doit aussi, on en a parlé, les liens avec l'organisation, le CA doit amener ces enjeux de DI-là dans l'organisation en disant qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant, en EDI dans notre organisation? C'est quoi la proportion de nos gens qui sont issus de la diversité, les femmes et tout ça? Donc, le CA, moi, je mets de l'avant aussi qu'il y a un rôle à jouer plus largement là, au sein de l'organisation et pas juste au niveau de son recrutement, là. Sur le rôle que le CA doit jouer, les 40 dernières années d'expérience sur l'amélioration de la place des femmes dans les conseils d'administration, a bien montré qu'en l'absence de contraintes, c'était rare que les progrès étaient importants. Quelles sont les leçons qui ont été tirées ou qu'on peut tirer de ces apprentissages-là qui nous mettent en garde pour mieux faire les choses pour l'inclusion des gens qui sont différents des groupes majoritaires? Y a-t-il des leçons qu'on a apprises et qui sont transposables? Parce que même si on dit qu'il y a beaucoup d'avantages à la diversité, force est de constater que les conseils d'administration, pour la grande majorité d'entre eux, ne bougent pas ou ne bougent pas très vite. Je note un des résultats d'une étude récente menée à Montréal de Diversity Leads. Et bien qu'on note que les femmes occupent 43% des sièges des conseils d'administration, tous secteurs confondus, mais seulement 29% des sièges dans le secteur des grandes entreprises. Par contre, les personnes racisées, elles, globalement, elles occupent 6% des sièges, tous secteurs confondus, mais à peine 1% des sièges sur les conseils d'administration des grandes organisations. Et les données ne nous disent même pas si dans ce 1%, c'est un 1% diversifié homme-femme ou au contraire, il est homogène. Donc, qu'est-ce qu'on a appris avec les femmes qui pourrait être utile pour que la notion de diversité progresse plus rapidement pour les autres groupes qui encore maintenant sont très peu présents? Qu'est-ce qu'on a appris pour les femmes et qu'est-ce qu'on n'a pas appris non plus? Parce que moi, je travaille là-dessus, Hélène, tu le sais aussi, ça fait des années que tu travailles sur le sujet. Je dirais 25 ans, ça évolue tellement tranquillement. Les gens me disent, allez voir, Madame Brière, dans 4-5 ans, là, oui, on va atteindre un bon pourcentage et tout ça. Ça évolue de 1% par année à peu près. Donc, on peut pas dire que moi, je veux pas être pessimiste et tout ça, mais je trouve que on a encore beaucoup de travail à faire pour les femmes. Puis on le voit avec tes chiffres, Hélène, encore plus de travail pour sortir de nos modèles traditionnels et nos façons de faire. Et puis, Sofiane en a parlé tout à l'heure, c'est un changement de culture, je pense, qui est profond. On a essayé les cibles, on a essayé les quotas, des fois ça marche, mais même dans d'autres pays, les pays européens où on a mis des cibles, ça fonctionne, mais les études montrent que si on ne met pas en place des mécanismes pour changer les pratiques, changer la culture, ben aussitôt que le quota est élevé, ça tombe. Ou les gens, on a vu en France que les gens contournaient les quotas en nommant plus de personnes sur le CA pour pouvoir aller rechercher quand même leur masse. Alors, on a vu toutes sortes de choses. Oui, il y a eu des bons résultats par rapport à ça, mais ça reste que il doit y avoir des pratiques qui doivent être changées parce que tout seul, la situation n'évolue pas rapidement. Puis je pense que Sofiane disait tout à l'heure, oui, ça vient de la base, mais je pense que les dirigeants et dirigeantes aussi
On le voit là où il y a des changements, c'est parce qu'il y a eu un engagement clair et formel, que ce soit de la haute direction de l'organisation ou du président ou de la présidente du CA, de dire il faut que ça change. Et là, on entreprend une démarche avec des actions précises, on se donne des échéanciers, des cibles à atteindre sur quelques années, on fait ça correctement. Et c'est là où on voit des changements, là, à mon avis. Si je peux compléter, peut-être, je pense que ça nous prend d'arriver à un point d'inflexion où ces changements ne soient pas perçus comme des efforts, mais s'inscrivent vraiment comme une évolution naturelle qui vise l'amélioration au bénéfice des organisations et au bénéfice des gens, finalement, qui la composent. Qu'est-ce que ça prend pour arriver à ce point d'inflexion? Je pense que ça prend la résilience et de la consistance dans nos messages et de marquer de manière continue, de ne jamais arrêter pour que ce ne soit pas juste une mode ou le phénomène d'un hype ou d'une bulle. Il faut que ce soit un message qui soit continuellement répété à tous les niveaux, y compris de l'organisation, mais même des institutions. Je pense que ça prend beaucoup d'efforts pour marteler le message de manière continue pour qu'à un moment donné, ça puisse rentrer. Et Sofiane, pour une personne comme toi qui fait un travail de promotion de la diversité, est-ce que ces efforts réguliers sont... Est-ce que c'est usant d'être le porteur d'un message qui tantôt est entendu, mais plus rarement n'a pas la portée que tu souhaiterais? Et quelles sont tes stratégies pour avoir le plus d'effets positifs possible? Je pense qu'il faut toujours le ramener à une échelle humaine aussi, même si on a une vision et on reste optimiste et parfois idéaliste. Il faut le ramener à une échelle humaine et donc convaincre une personne, deux personnes, une organisation, deux organisations, c'est déjà une victoire en fait en soi. Et l'idée, c'est que ces petites victoires entraînent à un moment donné dans le temps une masse critique pour que ce ne soit pas quelque chose où on soit dans une démarche où on essaye de tirer, mais beaucoup plus qu'on soit emporté par une vague. Donc, ça prend la contribution de tous et je veux répéter ce message. Il en faut de la diversité, c'est nécessaire pour les organisations, c'est une évidence absolument, mais aujourd'hui, ça prend la contribution de tous. Donc, j'invite tout le monde à pouvoir faire passer le message et à ce qu'on tous, issus de la diversité ou pas, qu'on soit des promoteurs et des ambassadeurs de cette diversité. Merci, Sofiane. Philippe, voilà longtemps que tu y travailles et tu as aussi reçu des confidences, tu nous disais, de personnes qui sont marginalisées dans la vie et peut-être même sur les conseils d'administration. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce que ça prend pour tenir le coup et surtout avoir un impact efficace dans la transformation de notre culture vers plus de diversité et au CA et dans les hautes directions? C'est un travail de longue haleine. Nous, on a la chance d'être appuyés par l'agglomération de Montréal qui fait appel à notre banque de candidatures et qui nous sollicite lorsque des postes sont à combler dans certains CA d'organisations où la ville détient un pouvoir de nomination. C'est sûr que ça a une incidence lorsque la demande vient d'en haut, lorsque les organisations sont questionnées sur leurs efforts, sur leurs résultats en termes de diversité. Donc, on le réalise et juste le fait de partager les biographies des membres du groupe des 30, on est rendu maintenant à 90 personnes qui y sont passées ou qui s'y trouvent en ce moment. Les réactions des gens qui reçoivent ces bios-là, qui disent « Wow, je ne savais pas qu'on pouvait accéder à autant de personnes avec des profils diversifiés, des secteurs de pointe, vraiment une expérience, un engagement aussi important parce que beaucoup de gens croient que les gens ne sont impliqués que dans leur communauté. On a une vision des fois très limitée en pensant que les professionnels vont être actifs dans une chambre de commerce qui ne travaille qu'avec les gens de leur communauté. On a une vision assez restrictive alors que ce sont des gens qui sont impliqués partout dans des sociétés d'État, dans des grandes fondations, des universités, des lieux de la culture, organisations sportives. Donc, avec le groupe des 30, on fait rayonner les modèles de réussite et ça a un effet d'encouragement parce qu'on savoure chaque petite victoire, même si ça ne va pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Il faut rester quand même optimiste parce que sinon, je pense qu'on se découragerait. Du côté de la parité, ça
ça prend beaucoup de temps, mais il y a eu des avancées. Moi, je me souviens, on collabore avec le Collège des administrateurs de société depuis plusieurs années. Puis si je regarde chaque année la mosaïque ou après chaque session, la présence des femmes est de plus en plus importante. J'espère que dans les prochaines années, on va voir davantage de membres de communautés ethnoculturelles. Mais c'est sûr que pour cet enjeu-là de représentation, contrairement aux femmes, on peut s'attendre à ce qu'il y ait 50% de femmes dans les CA, puisqu'elles représentent 50% de la population du Québec. Donc, c'est assez facile d'avoir une idée du chiffre auquel on peut aspirer. Pour la question de la diversité, c'est beaucoup plus complexe qu'on soit à Montréal, qu'on couvre l'ensemble du Québec. Également, il y a des groupes qui sont surreprésentés dans certains lieux décisionnels, d'autres moins. On sait qu'au Parlement canadien, le Punjabi est la 3e langue parlée, alors que la population sikh représente à peu près, je pense, 2% de la population du Canada. Donc, c'est assez complexe de s'y retrouver dans tout ça. Philippe, j'ose une question personnelle. Tu es de nous 4 le seul homme blanc qui travaille en diversité et donc qui met à risque la dominance des hommes blancs passés, et tu travailles activement à transformer ça. En quoi ta situation d'homme blanc aide ce travail d'amélioration de la diversité ou cause des enjeux particuliers? C'est une très bonne question, puis c'est une question que je me pose et qu'on me pose souvent. Souvent, je décris mon travail. Moi, j'ai l'impression d'être dans l'ombre et d'avoir un miroir, et je cherche la lumière du soleil pour l'envoyer éclairer des gens qui sont encore trop peu connus, mais qui gagnent à être connus, des gens qui ont un parcours et une histoire exceptionnelle qui méritent d'être partagés. Donc, moi seul, c'est sûr qu'il y a un enjeu de légitimité, mais dans mon équipe, je suis la seule personne qui n'est pas issu de la diversité, donc je suis le seul homme blanc de plus de 40 ans dans mon équipe. Et en général, lorsque je participe à des panels ou lorsque mon expertise est sollicitée, si je vois que je suis je complète un groupe homogène, généralement, je passe le ballon à quelqu'un d'autre, puis je me fais représenter par quelqu'un qui va amener un point de vue aussi éclairant, sinon meilleur que le mien. Donc, je pense qu'il faut mettre les choses en perspective. On a besoin d'alliés. Moi, on a une autre initiative qui s'appelle le Réseau Jeunes Femmes Leaders à Concertation Montréal. C'est moi qui m'en occupe, mais je pense que, encore là, la diversité n'a pas à porter seule la responsabilité de rayonner et de faire connaître son point de vue. Je pense qu'on a besoin d'avoir des alliés. Je suis là pour travailler sur la question, mais quand c'est le temps d'être en arrière-scène puis de laisser la place aux gens qui ont une expertise à mettre en avant, ben je fais un pas en arrière, puis j'applaudis les victoires qui méritent d'être saluées. Merci, Philippe. Et la question des alliés, je pense, mérite d'être aussi dirigée vers Sophie et vers Sofiane. Où est-ce qu'on les trouve, nos alliés, et comment ces alliances, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces alliances soient durables lorsque les batailles ont besoin d'être menées? Ben moi, j'allais dire je vais renvoyer la parole à Philippe en disant les alliés de ce qu'il vient de dire. Là. Les alliés, c'est les hommes blancs aussi. Là. Je pense que l'EDI, on le voit, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est le travailler ensemble. Tu sais, je reviens à ce qu'on disait au départ. Là. C'est là où on va arriver à des changements. Moi, j'ai travaillé beaucoup, on l'a mentionné, sur la question des femmes. Puis je trouve que depuis qu'on travaille ensemble pour tous les groupes, il me semble qu'il y a on avance un peu mieux dans le sens où justement tout le monde se sent concerné, y compris on parle des hommes blancs, les femmes blanches aussi que je suis, de dire moi aussi ça m'interpelle. Puis peut-être que je suis dans une situation de privilège. Comme personne blanche, homme, femme, hétérosexuel et tout ça, on le sait, là, les études le montrent. Mais une fois que je me suis dit ça, qu'est-ce que je peux faire pour m'inscrire dans le changement? Puis le changement, il va venir beaucoup avec ces personnes-là aussi qui peuvent poser des gestes qu'on dit quand on parle des hauts dirigeants, des présidentes de CA, ça concerne tout le monde. Merci, Sophie. Sofiane, sur les alliés, est-ce que tu as des choses à ajouter?
Je pense que tout a été dit, mais je pense qu'ensemble, on peut aller plus loin. C'est ça le message clé. Et ça prend l'ensemble des ressources et ça prend une prise de conscience collective. Moi aussi, je suis quand même ravi de voir qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se font sur le terrain. Il y a beaucoup de réflexions aussi qui animent les universitaires. Je pense que ça prend un effort conjoint à la fois sur le terrain, à la fois au niveau des institutions, à la fois au niveau des différents groupes, majoritaires ou minoritaires, pour pouvoir œuvrer dans le changement. Merci, Sofiane. J'ai une dernière question que je voudrais vous soumettre à votre attention. Vous êtes des personnes d'expérience. Quels sont les conseils que vous offririez à une organisation qui souhaite que la diversité soit mieux représentée au sein de son CA quant aux mesures qu'elle peut mettre en place? Qu'est-ce que vous avez vu comme étant quelque chose qui fait une différence assez rapidement? Comme une démarche EDI, aller chercher plus de diversité au conseil d'administration, ça se prépare. Je pense qu'il faut savoir que c'est un processus, c'est un investissement qui rapporte, mais il faut y mettre de l'effort, il faut y mettre du cœur aussi, parce que si la démarche est perçue comme étant un peu opportuniste ou on fait ça juste pour éviter qu'on nous dénonce publiquement parce que l'organisation est homogène et où il n'y a aucune diversité, ça va être difficile de mobiliser des gens puis d'amener les premiers représentants de la diversité. On n'a pas abordé la question du token, mais c'est sûr que c'est un enjeu qui est à considérer. Les appels de candidature, nous, c'est un de nos moyens d'action principaux, c'est-à-dire qu'on fait rayonner, on fait circuler des appels de candidature pour des CA dans des groupes où il y a de la diversité. Parce que si on utilise les méthodes de recrutement traditionnelles où on en parle autour de nous dans un réseau déjà très âgé, très masculin, très blanc, ça va généralement pas amener des changements dans la composition du CA. Mais une fois qu'on fait circuler plus largement, qu'on se donne le temps également de partager nos appels de candidature, ben là, ça va percoler puis ça va permettre d'aller chercher des gens qui sont dans des réseaux un peu plus éloignés. Entretenir un bassin de talent, c'est un élément très important. Ouvrir son conseil d'administration, ça demande beaucoup de confiance. On doit connaître la personne qui rejoint le CA. Il y a une vérification diligente à faire. Mais si on a des comités, si on a certains groupes dans lesquels on peut intégrer des personnes au parcours prometteur, ça permet de déjà développer une relation avec ces personnes-là pour éventuellement les inviter à siéger au conseil d'administration là, si le fit est bon, si la contribution est positive. Également, lorsqu'on utilise une matrice de compétences, je pense qu'on entend malheureusement des gens qui opposent, puis Sofiane le disait, on va chercher des gens pour leurs compétences, mais dans le discours, on entend encore des gens qui disent nous, si on a le choix entre la compétence et la diversité, on va aller vers la compétence, comme s'il fallait choisir entre les deux, comme si on ne pouvait pas rechercher les deux en même temps. Donc, d'intégrer la question de la diversité ou des diversités, parce qu'on en a parlé de différentes formes lors du panel, je pense que c'est un plus, puis ça permet de s'assurer que dans nos démarches, on va avoir cet élément-là à cœur et de le mentionner aussi. Nous, on invite nos partenaires à le souligner, comme quoi l'organisation considère que c'est important, qu'elle accorde une attention particulière à la question de la diversité et de la parité. Comme ça, lorsque l'appel de candidature il est reçu, ça va inciter davantage de personnes à soumettre leur candidature. Il y a un dernier point, Sophie en a parlé, mais il y a des contraintes, il y a des biais qu'on peut avoir au départ, notamment en identifiant des profils déjà très homogène au départ. Quand on veut avoir quelqu'un qui a une expérience comme PDG de 15 ou 20 ans, c'est sûr que ça réduit beaucoup la liste des candidats ou candidates potentiels. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir que des gens avec ce parcours-là au sein du CA? Je pense qu'une organisation qui va avoir plus de diversité peut assouplir certains critères, notamment pour aller chercher des gens qui ont peut-être moins d'années d'expérience, mais ont une expérience dans des domaines
qui n'existait pas lorsque la plupart des membres du conseil sont passés à l'université. Donc, les temps changent, les besoins évoluent et pourquoi pas, tant qu'à aborder la question de la diversité, aussi aller chercher des gens avec une expertise en technologie ou dans d'autres domaines qui sont en ébullition et pour lesquels on retrouve énormément de talents qui provient de la diversité actuellement au Québec. Merci. Est-ce que Sophie ou Sofiane, vous avez autre chose à ajouter à cette liste extrêmement concrète et pertinente? Je vais peut-être ajouter juste un élément rapidement, mais je pense que de plus en plus, ces organisations sont perméables et doivent évoluer en écosystème. Et moi, je fais beaucoup de parallèles à la dynamique d'innovation et à la dynamique finalement de diversité, d'inclusion. Et pour moi, ça prend de s'engager dans des communautés de pratique. C'est au contact d'autres administrateurs, d'autres organisations qu'on va pouvoir s'inspirer des meilleures pratiques et s'influencer mutuellement. Certes, c'est un processus, il faut démarrer quelque part, il faut être accompagné, il y a plein de leviers qu'il faut exploiter, mais je crois beaucoup au partage d'expériences et de meilleures pratiques qui peut se faire directement sur le terrain. Et je pense que, par exemple, le Collège des administrateurs de l'Université Laval est une superbe plateforme pour pouvoir stimuler ces échanges-là. J'ajouterais, moi je trouve que effectivement ce que vous avez dit, c'est vraiment des excellentes pratiques. Puis peut-être j'irais dans quelque chose un petit peu plus expérientiel, je dirais, parce que moi, il me semble que je me disais si j'avais un conseil d'administration, puis je voulais faire des bons changements, oui, il y a toutes sortes de bonnes pratiques qu'on peut mettre, mais vivre le DI, faire vivre le DI au conseil, on le voit dans les organisations, les gens parlent des groupes, des différents groupes, des personnes racisées, mais on s'aperçoit qu'on connaît pas la réalité des autres personnes, des différents groupes et tout ça. Donc, il faut faire ces pratiques-là avec ces groupes-là, puis pas juste les consulter au départ, mais les inclure dans le processus. Ça, je pense que c'est une leçon, en tout cas moi, pour travailler sur le terrain en EDI là, depuis 2-3 ans. Là, c'est ce que les gens nous disent. On veut faire des choses, mais des fois, on nous consulte pas suffisamment. Alors, s'il y a des gens déjà qui sont membres des groupes autour du CA, vraiment les mettre à contribution, une chose. Et l'autre chose, dans mon aspect plus expérientiel, j'ai eu l'occasion de rencontrer là, récemment Fadi Daguerre qui travaille qui est directeur de la police de Longueuil. Et lui, il envoie ses policiers, ses policières pendant 5 semaines en immersion dans des personnes, dans des familles ou qui viennent de d'autres pays, dans des familles ou dans des organisations qui s'occupent de personnes en situation de handicap et tout ça, vivent vraiment ce que c'est la réalité de ces groupes-là. Et puis, bon, c'est assez audacieux, mais il a observé vraiment un grand changement dans la façon dont les gens perçoivent maintenant ces réalités-là, la façon dont les policiers et policières se comportent aussi avec ces personnes-là qui ont côtoyé, qui ont appris à connaître. Donc, je lance ça comme ça, peut-être de façon plus originale, mais peut-être que les membres du CA qui sont présentement autour de la table auraient peut-être intérêt aussi à vivre ce genre d'expérience-là de toute nature. Ça peut être moins important, mais vraiment de s'imprégner et je pense que c'est ça, c'est ce travail-là qui va faire en sorte que les changements vont être beaucoup plus durables que de dire seulement, ben là, j'ai des personnes, OK, j'ai 2 personnes racisées, 2 femmes et tout ça, je suis correct, je passe à autre chose. Je pense qu'il faut le vivre comme quelque chose qui va vraiment transformer le conseil d'administration pour que ce soit durable. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Sofiane, et merci, Philippe, pour vos commentaires si généreux et si riches de réflexion. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas donné l'occasion de dire et que vous voudriez ajouter à notre discussion jusqu'à maintenant? Je peux peut-être y aller. Moi, je salue l'initiative. Je pense qu'en 15 jours de formation en gouvernance, de faire une place aux questions EDI, aux enjeux de diversité, c'est extrêmement important. Je sais que les temps changent. Il n'y a pas si longtemps, on abordait peu ces questions-là, mais ça me semble, lorsqu'on parle de gestion de risque, lorsqu'on parle de réputation de l'organisation, lorsqu'on parle de développement des affaires ou de stratégie, ça me semble incontournable d'aborder la question de la diversité. Si on regarde le profil des gens qui sont à l'université, les finissants, les gens qui exercent dans une multitude de domaines, la diversité est très bien représentée. Donc, je vois pas pourquoi nos conseils d'administration ne pourraient pas être plus représentatifs. Soyons audacieux. Et je pense que c'est la responsabilité de chacun. Lorsqu'on est dans un conseil d'administration, puis on regarde autour de la table, puis on voit que
on représente pas la population ou la clientèle ou les gens avec lesquels on devrait travailler, on peut soulever la question. Une bonne discussion franche au conseil d'administration, c'est important. Donc, de ne pas attendre que quelqu'un d'autre soulève le point, de prendre l'initiative. Et parfois, quand on partage cette préoccupation-là, on découvre des nouveaux alliés au conseil d'administration. Il faut des champions, mais également, il faut que le CA embarque pour que les choses changent. Merci pour cette excellente conclusion. J'aurais pas pu faire mieux, c'est sûr. Merci à vous trois pour ces moments qu'on a passés ensemble. Alors, j'espère qu'il y aura les personnes qui vont voir cette vidéo sauront y trouver des réponses aux questions qu'elles se posent et sauront aussi trouver l'inspiration pour la suite des choses. Merci encore. Merci. 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 Merci beaucoup.